Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News. C'est le morning et comme chaque matin, on commence par la revue de presse du Moyen-Orient. Elle nous est présentée ce matin par Cyril Amar. Bonjour Nathalie. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, très bien, merci. On parle ce matin des journaux israéliens et palestiniens qui reviennent évidemment largement sur ce constat. Les pourparlers au bord de la rupture, la crise, on en parle beaucoup ce matin. Oui, avec cette image, regardez qu'on retrouve en une de tous les quotidiens israéliens ce matin. Et elle résume, je dirais, elle seule, l'ambivalence de la situation, la résignation, la perplexité du secrétaire d'État américain, mais en même temps, les mains jointes vers le ciel. John Kerry semble implorer tous ces grands dieux de la paix pour qu'il exauce enfin ses vœux. Alors à la une du Israël Hayom, ce matin, le titre choisi par nos confrères, c'est celui-ci: Israël s'efforce de sauver les pourparlers. Après le coup de théâtre de Mahmoud Abbas, qui a décidé de se tourner vers l'ONU, l'émissaire américain Martin Indyk a réuni dans la nuit négociateurs israéliens et palestiniens pour tenter de trouver une issue à la crise. Des consultations intensives pour éviter que les négociations ne s'effondrent, écrit pour sa part le quotidien pro-gouvernemental palestinien Al-Quds, alors que l'agence de presse palestinienne Mahan nous apprend de son côté que John Kerry a téléphoné à Mahmoud Abbas pour lui demander de ne pas se tourner vers les instances onusiennes. Alors l'ONU, qui selon l'agence a bien reçu les demandes d'adhésion de l'autorité palestinienne. Bref, il faut sauver les pourparlers, renchérit l'expert militaire du Israël Hayom, Yoav Limor, car les prix de leur échec, dit-il, seraient bien plus élevés que celui qu'il est désormais convenu d'appeler le marché Pollard, qui comprendrait, comme vous le savez, la libération de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. Israéliens et Palestiniens marchent sur le fil, écrit de son côté Dan Margalit dans l'Israël Hayom, mais on n'est pas encore dans le précipice. En dépit du désespoir croissant, la décision d'Abbas n'est pas irréversible et il pourrait retirer sa demande d'adhésion aux instances de l'ONU à tout moment au profit d'une percée dans les pourparlers. Les États-Unis sont furieux, selon le Haaretz. Pour Washington, les deux parties sont coupables. D'ailleurs, les idiotes en est certain. Les Américains en ont tout simplement ras-le-bol. Dorénavant, pour l'administration américaine, Israéliens et Palestiniens devront trouver seuls le moyen de sortir de l'impasse. Voilà, et on va en reparler plus longuement au cours de ce morning. On reparle à présent de l'éditorial principal du quotidien Haaretz, qui accuse directement Benyamin Netanyahou d'avoir torpillé, d'avoir fait échouer les pourparlers. Ouais, après nous avoir menés dans l'impasse, où le Premier ministre israélien a-t-il intention de nous conduire à présent, s'interroge le quotidien de gauche ce matin, car si Mahmoud Abbas a bel et bien surpris par sa volte-face, c'est après qu'Israël a publié un appel d'offres pour la construction de 700 nouveaux logements à Jérusalem, au moment même où John Kerry sortait de ses gonds pour faire libérer Jonathan Pollard. Israël, dit le journal, s'est livré à une provocation inutile. Netanyahou aurait dû accepter l'offre américaine, car il n'y en aura pas de meilleure. Si les pourparlers échouent, conclut le quotidien de gauche, le Premier ministre israélien en portera toute la responsabilité. Allez, on va terminer cette revue de presse avec un peu d'insolite, un peu de culture ce matin. Ça fait du bien, Cyril. Oui, commençons, si vous voulez bien, Nathalie, par la première info du Yediot Ahronot. Vous allez voir, pour le moins macabre, en quelques coups de pelle et de pioche, si j'ose dire, eh bien, Samuel Abissera, un ancien croque-mort des pompes funèbres israéliennes, a construit, non loin de Haïfa, un cimetière clandestin. Objectif: proposer des obsèques low cost pour les plus nécessiteux. Le malfrat a bien été pris par la main dans le corbillard par la police, mais pas avant d'avoir réussi à décrocher son premier client, un malheureux défunt qui avait fait appel à ses services bon marché pour passer dans l'au-delà. Et puis après cette info lugubre, élevons-nous un peu, chère Nathalie, avec un peu de culture. Alors je ne sais pas si vous pensez que si tous les hommes sont des ordures, mais si c'était le cas, vous n'auriez peut-être pas tout à fait tort. Les hommes ordures, c'est donc le titre d'une œuvre de l'artiste Ha Schult, un artiste allemand. Après avoir visité les pyramides de Gizeh ou encore la muraille de Chine, ces 20 tonnes de matière faite de verre, de composants électroniques ou encore de résidus industriels, eh bien, seront exposés au parc Ariel Sharon, c'est tout près de Tel Aviv. Oui, Nathalie, les hommes sont peut-être des ordures, mais comment vous dire, tout est encore récupérable. On peut toujours trouver de la beauté partout. Exactement. Merci beaucoup, Cyril, pour cette revue de presse. À tout à l'heure. Jeudi 3 avril, on revient tout de suite sur l'essentiel des titres de l'actualité de ce matin. Et cette fusillade sur la base militaire de Fort Hood au Texas, 4 morts, 16 blessés, c'est le bilan pour l'heure. Le soldat à l'origine de la tuerie souffrait manifestement de problèmes mentaux, notamment de dépression, des problèmes pour lesquels il était traité. C'est ce qu'a précisé le général, ajoutant qu'il n'avait aucune indication suggérant un éventuel acte terroriste.
John Kerry, Cyril Amar vous le disait, déçu. Les Palestiniens menacent de demander leur adhésion à la Cour de La Haye. Œil pour œil, dent pour dent, crie la Maison-Blanche dans une tentative de ranimer le processus de paix. Kerry déçu, mais qui ne baisse pas les bras. Il a discuté hier par téléphone avec Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, alors même que Tzipi Livni rencontrait Indik et Erekat. Des discussions qui ont d'ailleurs pris l'allure de tentatives de la dernière chance. Un peu plus d'optimisme, cette fois dans les relations israélo-turques. C'est une question de jours, de semaines ou tout au plus de quelques mois avant le dégel des relations entre les deux pays. C'est le ministre turc des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, qui l'a annoncé hier. Voilà pour l'essentiel des titres. Alors, est-ce qu'on parle de rupture ou simplement de crise dans ces négociations entre Israéliens et Palestiniens? On regarde tout de suite ce sujet, on en reparle juste après. Non, donc manifestement pas de sujet. Un petit détail technique qui nous aura échappé. On va tout de suite discuter justement de ces négociations avec vous. Myriam Danan, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, on l'a entendu et Cyril en a fait mention dans sa revue de presse, l'autorité palestinienne qui reprend la bataille contre Israël aux Nations Unies. Qu'est-ce que craint Israël dans cette histoire? Concrètement, le prix diplomatique, tout d'abord, est très cher parce que avoir accès à ces instances internationales et à ces organisations onusiennes, c'est avoir la possibilité de déposer régulièrement des plaintes à la Cour pénale internationale ou alors des dossiers devant l'ONU pour se plaindre d'une attitude d'une autre d'Israël ou concernant son attitude envers la population palestinienne, les dossiers économiques et puis également, bien sûr, l'occupation des territoires très disputés. Et c'est cela que craignent aujourd'hui, bien sûr, les Israéliens. Pour l'autorité palestinienne, c'est surtout une démarche diplomatique. C'est pour cette raison que Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne y tient autant. Alors bien sûr, une plus grande visibilité diplomatique, c'est la conséquence évidente d'un tel dépôt de dossier devant ces instances internationales, devant l'ONU, mais la signature de plusieurs conventions, notamment la Convention de Genève, pourrait permettre aux Palestiniens notamment de déposer des dossiers et de se plaindre plus explicitement contre la conquête des territoires de 1967 qu'ils reprochent aujourd'hui à Israël d'occuper et qu'ils cherchent coûte que coûte à reconquérir dans le cadre d'un accord de paix. Donc faire appel à la Convention de Genève pour un tel dossier, c'est déjà assez problématique pour Israël et c'est ce que pourrait chercher à faire Mahmoud Abbas. Donc c'est une menace et une pression évidente de la part des Palestiniens. Et puis il faut également souligner que si les Palestiniens rejoignent aujourd'hui plus formellement que leur statut d'observateur qu'ils ont déjà au sein de l'ONU, les différentes instances onusiennes et qu'ils citent tous ces traités et ces conventions internationales, ils pourraient également faire plus facilement appel à la Cour pénale internationale, ce qui pourrait également leur permettre de protester avec plus de vivacité contre des actions israéliennes qu'ils jugent aujourd'hui en leur défaveur. Alors justement, on va revenir sur notamment le rôle de l'ONU et le rôle des Américains dans ces pourparlers, mais on fait en un instant le point sur l'état des négociations. On en reparle juste après, Myriam. Mahmoud Abbas pourrait bien avoir noyé les derniers espoirs d'un accord de paix israélo-palestinien. Le président de l'autorité palestinienne a décidé de reprendre la voix de l'ONU mardi soir. Il a demandé l'adhésion à 15 agences et traités internationaux. Une démarche qui a brutalement détérioré le climat des négociations. Le secrétaire d'État américain John Kerry, qui devait revenir dans la région pour rencontrer Mahmoud Abbas mercredi à Ramallah, a même annulé sa visite. Malgré la situation, Kerry ne perd toujours pas espoir. Comme je l'ai déjà dit, il est totalement prématuré de tirer quelque conclusion que ce soit pour le moment. À l'heure qu'il est, aucun accord n'a été atteint en ce qui concerne les prisonniers. Le cabinet israélien doit voter. Je ne suis pas sûr exactement quand cela aura lieu et donc il n'y a pas d'accord à ce stade. Concernant les prochaines étapes, mais il y a beaucoup de possibilités différentes. Les Palestiniens maintiennent leur volonté de continuer les pourparlers sous l'égide des États-Unis. Nous allons poursuivre nos efforts pour parvenir à une solution pacifique à travers les négociations. Une solution qui nous donne un État avec les frontières de 1967 et Jérusalem comme capitale. Une solution juste au sujet des réfugiés, en accord avec la résolution 194 des Nations Unies. Nous n'allons pas changer notre politique et nous ne changerons pas notre comportement. C'est notre position. Nous apprécions les efforts des Américains, nous les remercions et nous allons continuer ces efforts. Nous n'avons aucun problème avec cela. Au Parlement israélien, l'action de Mahmoud Abbas a suscité de vives réactions. Certains ministres ont brandi des menaces de sanctions. Il est temps pour Israël de défendre ses intérêts et dire aux Palestiniens « Non, c'est maintenant à votre tour de faire une concession ».
Et si vous violez encore une fois des accords conclus avec nous, eh bien nous aussi, nous saurons vous faire payer un prix élevé. De son côté, la Ligue arabe a convoqué une réunion d'urgence au sujet des pourparlers le 9 avril prochain. Alors que les négociations approchent de la date butoir du 29 avril, la dernière crise risque de se révéler fatale pour un éventuel accord de paix. Fatal, le mot est dit. Alors ça, c'est les médias qui en parlent côté américain, côté palestinien, israélien. Qu'est-ce qu'on en pense, Myriam ? Alors côté américain, on ne le cache pas, on est clairement agacé de la situation. Et aujourd'hui, on estime que les Israéliens et les Palestiniens devraient se débrouiller tout seuls. On dit ça, et pourtant, Martin Indyk, l'émissaire américain pour les négociations israélo-palestiniennes, était hier sur place avec Tzipi Livni et Saeb Erekat, les négociateurs israélo-palestiniens, dans une tentative de la dernière chance. Donc agacement côté américain, mais les Américains font très attention cependant à ne remettre la faute de l'échec de ces négociations sur personne, ce qui aurait pourtant bien contenté Israéliens et Palestiniens qui se rejettent mutuellement la faute. Côté palestinien, on l'affirme haut et fort, on va aller jusqu'au bout dans nos manœuvres aujourd'hui pour déposer tous ces dossiers et faire partie de toutes ces instances internationales, instances onusiennes en tête. Et puis côté israélien, Victor Lieberman a tenu une conférence de presse hier avec un discours extrêmement ferme. Si vous voulez aller à l'ONU, dit-il, allez-y, mais faites attention, il y aura des répercussions sur le processus de paix. Mais bien sûr, il finit sur une touche optimiste. Nous laissons toujours la porte ouverte au dialogue. On a le sentiment dans tout ça, dans toutes ces réactions, et avec les États-Unis de leur côté qui tempèrent, on joue un peu la montre. C'est un petit peu le sentiment qui prédomine. C'est un petit peu la règle du jeu en diplomatie, en fait. De toute façon, aujourd'hui, les Israéliens et les Palestiniens, personne n'est vraiment capable aujourd'hui de dire jusqu'à combien est-ce qu'ils veulent arriver ou pas à un accord de paix. Donc, côté israélien, on joue la montre, mais concrètement, on a déjà un pays. Côté palestinien, on joue aussi la montre, on augmente ses exigences à la dernière minute, mais là, le risque est plus grand, et notamment celui d'être lâché par les Américains, parce que la pression américaine, qui était surtout dirigée sur les Israéliens ces derniers mois, il faut le dire, rendait bien service au côté palestinien. Est-ce que ça symbolise pas là l'échec finalement de la politique américaine ? Nouvel échec pour la diplomatie américaine, oui, on pourrait le dire. Seulement, est-ce qu'il faut remettre tout l'échec des négociations israélo-palestiniennes sur la diplomatie américaine ? Ce serait là un petit peu facile. Il y a plusieurs dizaines d'années de négociations derrière ce nouvel échec, ces nouvelles rencontres qui n'ont pas abouti. Et la faute, pas seulement aux Américains, la faute avant tout aux Israéliens et Palestiniens qui ne veulent pas mettre suffisamment de moyens sur la table pour parvenir à un accord de paix. Mais bien sûr, un point d'interrogation supplémentaire sur la politique étrangère de Barack Obama aujourd'hui. On le sait bien, il y a une politique d'isolationnisme croissant côté américain. Alors est-ce que c'est la faute à cet isolationnisme, ce manque d'action sur le dossier syrien, ce manque de volonté et d'action concrète aussi qu'on a reproché sur le dossier de la Crimée qui finalement aujourd'hui est entre les mains des Russes, sur le dossier israélo-palestinien qui se finit par une impasse? Oui, ça met un nouveau point d'interrogation sur l'efficacité de cette politique américaine. La faute aux États-Unis, la faute peut-être aussi à l'ONU qui a finalement perdu son rôle fédérateur. Un rôle fédérateur pour lequel on avait beaucoup d'ambition au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais pour parler franchement, l'ONU n'a jamais réussi à mener un dossier à son terme ni à prendre des sanctions concrètes. Et la faute à sa structure même et aux gens qui l'ont fondé, notamment ce Conseil de sécurité, avec des droits de veto. Alors le droit de veto des Américains arrange bien les Israéliens de temps en temps, mais il faut dire que sur le dossier iranien, le veto systématique des Russes et l'opposition systématique des Chinois, qui bloquent finalement toute évolution des dossiers, a également coûté très cher. Donc finalement, la diplomatie internationale vue par l'ONU ne mène pas à grand-chose, beaucoup de discussions, un joli message de paix, un symbole peut-être cette organisation onusienne, mais pas beaucoup plus aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que finalement, ce qu'on arrive à voir ces derniers temps, quand on est au sein de l'ONU, c'est des discussions, des accords intérimaires, temporaires, jamais d'accord final, que ce soit sur la Syrie avec les discussions à Genève 2, que ce soit sur l'Iran avec l'accord intérimaire qui a été signé, sur l'Ukraine également. Puis finalement, on le voit, en Ukraine, la Crimée qui est finalement entrée dans le giron russe. Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement qu'il faut laisser les peuples agir d'eux-mêmes, disposer d'eux-mêmes, pour reprendre une phrase célèbre? Le problème, c'est que lorsqu'on a laissé les peuples agir d'eux-mêmes, eh bien, ça a mené en 2 guerres en moins de 50 ans. Alors, il faut dire que depuis l'ONU, il y a oui des statistiques qui montrent qu'il y a moins de conflits armés. Et puis surtout, aujourd'hui, on est face à de tels systèmes d'alliance entre ces systèmes à l'Est, ces systèmes à l'Ouest, cette nouvelle guerre froide qui semble vouloir s'instaurer entre Poutine et Obama, qu'heureusement qu'il y a une organisation telle que l'ONU aujourd'hui pour faire tampon. Alors oui, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de palabres, des résolutions, des sanctions pas toujours appliquées, mais finalement, il y a toujours cet endroit où on peut discuter qui empêche toujours finalement de déclarer un petit peu trop tôt la guerre. Discuter, ça voudra dire que l'ONU gardera son rôle
d'intermédiaire, plus ou moins de choix dans les relations entre les pays. Un rôle de médiation, un rôle également d'intermédiaire tampon, si on peut dire. Alors oui, ce sera un système de dialogue. On ne peut pas non plus minimiser le rôle qu'a eu l'ONU au moment de la création de l'État d'Israël et le rôle qu'a eu depuis l'ONU au moment de la création de plusieurs autres États. On peut penser bien sûr au Soudan du Sud. Et aujourd'hui, même si le Kosovo, par exemple, n'est pas reconnu par toutes les instances internationales, il est certain que ces discussions au niveau d'instances internationales auront aidé beaucoup de peuples à afficher davantage leur indépendance et à la gagner à plus ou moyen terme. En un mot, Myriam Danan, pour conclure, vous qui vivez la vie politique israélienne, les négociations entre Israéliens et Palestiniens, est-ce que vous pensez que ça va aboutir à quelque chose ? Aboutir à quelque chose un jour, on l'espère tous. À court terme, c'est peu probable. Et ce qui est certain par contre, c'est que tout va être dépendant bien sûr du leadership côté israélien et côté palestinien. Or, ce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est qu'il s'agisse de Benyamin Netanyahou ou qu'il s'agisse de Mahmoud Abbas, ils n'ont pas suffisamment de force politique et de soutien de leur parti, de la droite israélienne, côté de Benyamin Netanyahou, du Fatah, et puis bien sûr cette division très pesante avec le Hamas, cette organisation terroriste très opposée à la paix. Donc finalement, pas assez de soutien derrière ces leaderships qui manquent donc de la volonté d'aboutir à un accord de paix à court terme. Un manque de volonté. Merci Myriam Danan d'avoir été avec nous ce matin. Vous restez avec nous. On va parler de la France, le nouveau gouvernement de Valls. On prend les mêmes ou presque. Et on recommence. C'est à suivre dans le Morning. Retour sur le plateau du Morning et comme convenu, comme promis, on va parler de France avec vous aussi, Betsabé. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Mais juste avant, pas de rupture, pas de révolution non plus pour ce nouveau gouvernement dont Manuel Valls est à la tête. On va revenir un instant sur sa composition avec, bien évidemment, et on en parlera avec Betsabé, le retour de Ségolène Royal. On regarde, on en parle juste après. C'est le nouveau gouvernement de combat constitué par François Hollande et son Premier ministre fraîchement nommé Manuel Valls. Le secrétaire général de l'Élysée a dévoilé ce mercredi matin la nouvelle équipe. Une équipe très resserrée et parfaitement paritaire. 8 hommes, 8 femmes, dont 2 nouveaux entrants et pas des moindres. Ségolène Royal signe son grand retour. La présidente de la région Poitou-Charentes, candidate malheureuse à la présidentielle 2007 et accessoirement mère des 4 enfants de François Hollande, prend les rênes d'un vaste ministère. Écologie, développement durable et énergie. Un poste qui lui est déjà assez familier puisque la nouvelle entrante a été ministre de l'Environnement d'avril 1992 à mars 1993 dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Ségolène Royal, elle apporte un peu, et elle peut apporter, c'est le crédit qu'on peut lui faire, un peu d'innovation, un peu de réactivité aussi par rapport à l'actualité. Je pense que c'est moins son poste qui est important, l'écologie, que sa capacité à être entendue de catégories modestes. Aujourd'hui, Ségolène Royal fait partie de ces rares personnalités politiques qui savent parler à un grand nombre de Français. Seconde nouvelle recrue, François Rebsamen, en charge du portefeuille du travail, emploi et dialogue social. Ce proche de François Hollande franchit un pas symbolique dans sa carrière politique, puisqu'il s'agit de son premier ministère. Les prochains mois promettent d'être chargés pour l'actuel maire de Dijon. Faute d'inversion de la courbe du chômage, il devra néanmoins contribuer à sa stagnation. Il devra également, entre autres, orchestrer le pacte de responsabilité, cher au président de la République, mais aussi et surtout, en vertu du non-cumul des mandats, François Rebsamen va devoir démissionner de sa mairie où il venait d'être élu pour la 3e fois. Pour ce qui est du reste du gouvernement, pas de grande surprise. Christiane Taubira s'accroche envers et contre tout scandale à son ministère de la Justice. Aurélie Filippetti reste également à la culture. Najat Vallaud-Belkacem aux droits des femmes. La benjamine du gouvernement cède en revanche son porte-parole au ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Le premier conseil des 16 nouveaux ministres se tiendra vendredi. La nouvelle affiche des secrétaires d'État sera, elle, dévoilée dans le courant de la semaine prochaine. Et voilà, on en reparle avec Antonin André par téléphone. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes journaliste politique pour Europe 1. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, mais ça a changé quand même suffisamment pour satisfaire les Français ?
Peut-être pas pour satisfaire les Français, mais pour changer le poids politique de ce gouvernement, où quand même les deux nouveaux entrants qui sont François Rebsamen, un ami de 30 ans de François Hollande, et Ségolène Royal, son ex-compagne, qui est considérée quand même comme une responsable politique de premier plan, pour donner un aspect plus professionnel à ce gouvernement, qu'on considérait souvent comme un gouvernement pléthorique et d'amateurs qui régulièrement commettaient des erreurs de communication et étaient mal compris des Français. Alors un mot de Manuel Valls, puisque c'est une véritable... On parle d'ascension fulgurante pour le nouveau Premier ministre. Oui, c'est vrai que c'est une ascension fulgurante, puisque il faut se rappeler tout de même qu'à la primaire socialiste, à l'automne 2011, il fait seulement 6% des voix parmi les sympathisants socialistes. C'est un score très bas. Avant cette primaire, il était très peu connu finalement des Français. C'était un député socialiste considéré comme plutôt à droite et assez marginal, sans courant derrière lui, sans troupe derrière lui. Et sa grande force a été de se mettre au service de François Hollande d'une façon extrêmement zélée, extrêmement efficace, extrêmement professionnelle. Il a bluffé François Hollande pendant la campagne présidentielle. Il l'a tout simplement bluffé et il a su se rendre indispensable au président de la République et populaire auprès des Français en un temps record, ce qui lui ouvre aujourd'hui les portes de Matignon. Et effectivement, c'est assez inédit comme rapidité d'ascension à un tel niveau de responsabilité. Finalement, cet homme indispensable dont on parle, ça peut aussi être un concurrent. On le sait bien, le poste de Premier ministre, c'est un poste assez piège. Est-ce que ce sera un obstacle à une éventuelle confrontation Hollande-Valls pour la candidature au PS pour les présidentielles de 2017 ? Écoutez, théoriquement, le président sortant est le candidat naturel pour se représenter à une réélection. Manuel Valls le répète d'ailleurs suffisamment, mais il le répète presque trop, à tel point que ça devient effectivement un peu suspect. Et François Hollande lui-même a bien en tête que si Manuel Valls a le moindre espace, la moindre possibilité de pouvoir se présenter dès 2017, ou en tout cas lui disputer l'investiture des socialistes dès 2017 pour la présidentielle, Manuel Valls le fera. C'est donc un attelage président-premier ministre qui oscille entre la collaboration, le bras de fer, la concurrence. Il y a un peu de rivalité entre les deux têtes de l'exécutif. Alors, la suprématie du président de la République ne se discute pas pour le moment, mais si François Hollande continue de chuter dans les sondages alors que son Premier ministre, par exemple, continuerait de progresser lui dans les sondages et d'avoir un discours et une personnalité qui satisfait davantage les Français, ou en tout cas en laquelle il s'identifie davantage, ça pourra poser un problème au moment de la présidentielle. Justement, est-ce qu'on peut penser que ce gouvernement de combat va remonter la pente ? C'est très difficile à dire. François Hollande a l'habitude de répéter que la seule chose qui compte pour les Français sont les chiffres du chômage, de l'emploi et du pouvoir d'achat. L'équation est assez simple. Si d'ici 2 ans, le chômage a baissé et que la feuille de paie des Français, elle, a augmenté, le bilan de François Hollande sera jugé comme satisfaisant. Maintenant, les Français vivent dans une crise qui dure depuis tellement longtemps que pour redresser le moral et la satisfaction de ce peuple qui est écrasé d'impôts et qui a finalement peu d'espoir d'évolution dans son marché du travail, le niveau d'exigence sera très élevé. Ce sera très compliqué pour François Hollande de remplir toutes les cases pour une réélection. Et voilà les enjeux qui sont donc de taille. Merci beaucoup, Antonin André, pour l'analyse. Jeudi 3 avril, l'heure tout de suite d'un rapide rappel des titres. Fusillade sur la base militaire de Fort Hood au Texas, 4 morts, 16 blessés, c'est le bilan pour l'heure. Le soldat à l'origine de la tuerie souffrait manifestement de problèmes mentaux, notamment de dépression. C'est la raison pour laquelle il était traité. C'est ce qu'a précisé le général, ajoutant qu'il n'avait aucune indication suggérant un éventuel acte terroriste. John Kerry déçu, les Palestiniens menacent de demander leur adhésion à la Cour de la Haye. Œil pour œil, dent pour dent, ça n'est pas la bonne formule, crie la Maison-Blanche dans une tentative de ranimer le processus de paix. Kerry déçu mais qui ne baisse pas les bras, il a discuté hier par téléphone avec Netanyahou et Abbas, alors même que Livni rencontrait Indik et Erekat à Jérusalem, des discussions qui ont pris l'allure de tentatives de la dernière chance. Et puis un peu plus d'optimisme, cette fois dans les relations israélo-turques. C'est une question de jours, de semaines, ou tout au plus de quelques mois avant le dégel des relations entre les deux pays. C'est le ministre turc des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, qui l'a annoncé hier. Betsabé, bonjour. Rebonjour. Alors, remaniement ministériel, on va en reparler. 16 ministres, 8 hommes,
8 femmes et 2 apparitions, dont une qui n'a pas bien évidemment échappé à la presse internationale. Et on reparlera aussi de ce que la presse israélienne en dit, c'est assez intéressant, la nomination à l'écologie de Ségolène Royal. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a mis le feu au clavier des journalistes du monde entier, bien sûr, puisque non seulement Ségolène Royal, eh bien c'est l'ex de Monsieur le Président, mais qu'en plus l'ex elle-même a dû passer la main après que François Hollande s'est supposément en amouraché de l'actrice très charmante Julie Gaillet. Bref, le feuilleton continue et les médias le suivent de près. Alors une fois la nomination de Royal annoncée hier, tous les médias ont donc sauté dessus à pieds joints. L'agence de presse AP a décidé d'en faire une alerte. L'ex du président est nommé au gouvernement, donc ça n'a pas échappé que le tweet, que l'alerte comporte donc que l'information que Ségolène Royal, c'est l'ex du président. Elle portera certainement ce double chapeau encore très longtemps. Et voilà, et on en parle dans la presse israélienne avec des photos plus ou moins ambiguës. Alors dans la presse israélienne, on a une photo qui est très équivoque, qui est passée dans le Ynet en anglais. Voilà, c'est ce que vous voyez sur ces images. Alors il semblerait qu'il y ait en tout cas beaucoup de proximité entre les ex-époux. Certainement, il se faisait la bise entre 2 meetings en tout cas, mais c'est la photo qui a été choisie par le média, c'est très évocateur. On passe au New York Times qui, au passage, avant de titrer sobrement ce matin que Hollande a formé son nouveau gouvernement, titré, lui aussi, l'ex-partenaire de François Hollande nommé ministre. Eh bien, le quotidien américain écrit dès les premières lignes de l'article: François Hollande tente de faire revivre un gouvernement qui part en éclat en allant chercher de l'aide d'un côté inattendu, celui de Ségolène Royal, la mère de ses 4 enfants. Bien sûr, il faut toujours donner le contexte. Royal viendrait donc aux États-Unis. Voilà, et Royal viendrait donc à la rescousse de Hollande. Et le schéma est vu de façon diamétralement opposée par le populaire Daily Mail britannique. Le journal le voit, lui, un Hollande qui refile un ministère à une ex-petite amie non élue, un cadeau fait dans la panique qui créerait en France stupeur et colère. Selon la BBC, c'est grâce à la rupture justement avec Valérie Trierweiler en janvier dernier que Ségolène Royal a pu accéder à ce poste, l'ex-petite amie étant opposée à ce que l'ex-épouse accède à un poste au gouvernement. L'ex-petite amie étant mise de côté, l'ex-épouse peut se faire une place au chaud. En Allemagne, toutes ces histoires. Exactement. En Allemagne, le journal à grand tirage Bild va plus loin et y voit même un cadeau empoisonné. En Italie, le Corriere Video a publié la revanche de l'ex-compagne de Hollande, Ségolène Royal, qui renaît des cendres de sa défaite, qui revient de la traversée du désert. 2 commentaires en moins d'1 minute après sa défaite en 2007. Et comme d'autres médias, le Corriere suppute ce retour sur le devant de la scène sera peut-être l'occasion pour le couple de se retrouver. Le sujet... Pardon ? De se rabibocher, peut-être. De se rabibocher. J'ai hésité sur le terme, mais ça semble un petit peu vieux, rabibocher. Le sujet se termine... Bref, le sujet, on perd pas le cap. Le sujet se termine en effet sur ce commentaire. Le feuilleton français réserve peut-être d'autres surprises après l'étroit contact qui sera imposé aux époux. Donc voilà, l'étroit contact, c'est vraiment la ligne directrice de la presse internationale. Ils attendent certainement un petit peu plus de matière pour pouvoir se préciser sur vraiment les capacités des ministres, en tout cas, à montrer si ce gouvernement tiendra la route. Bon, voilà. Et les principaux intéressés maintenant, les Français, comment ils réagissent ? Alors les Français, beaucoup moins de bavardage en France, un peu du déjà vu. Alors autour de Ségolène Royal, il y a un remaniement qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui n'a pas beaucoup créé de surprises, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Quelques dérapages quand même à noter, comme celui du député du Var, Philippe Vittel de l'UMP, Valérie. Et il dit, et Valérie, elle n'a pas le droit à un ministère, elle aussi, au nom de la justice, du plumard. Voilà, alors le tweet a finalement été effacé du compte du député. Il s'est même excusé, bien sûr. Le tweet n'a pas été très populaire. Beaucoup l'ont salué, mais beaucoup ont trouvé que c'était un petit peu misogyne aussi. Bon, Ségolène Royal, on ne fera pas de commentaires sur la question. Ségolène Royal, pour reprendre ce thème-là, comment elle compte, elle, gérer ses nouvelles fonctions ? Alors, Ségolène Royal, à la question comment allez-vous gérer vos rapports avec le président Ségolène Royal, fraîchement nominée, a répondu aux médias. On écoute tout de suite. Le plus naturellement possible, le plus institutionnellement possible. Je crois que la volonté, c'est d'avoir une équipe gouvernementale très unie, très à l'offensive, au service des Français. À la question, ses rapports avec François Hollande vont-ils l'aider à travailler ? Deuxième réponse. Ça facilite, je crois, que les
Il y a une équipe là, resserrée, il y a une équipe à l'offensive. Je crois que ce gouvernement va réussir. Ce gouvernement va réussir parce que nous sommes concentrés sur notre tâche, soucieux d'obtenir des résultats rapidement, énergiques dans notre façon de faire. Bon, alors elle s'est reprise, mais elle avoue... regard pétillant, c'est incroyable. Elle a avoué cette facilité. Non, j'ai bien aimé le fait qu'elle se reprenne, en fait. La facilité avec laquelle elle a accédé au gouvernement, qu'elle a commencé à évoquer, et elle s'est reprise finalement pour pas être targuée d'être arrivée au gouvernement grâce aux liens qui l'unissent à François Hollande. On arrive à ce Twitter de Olivia qui fait parmi de tant d'autres internautes qui ironisent notamment sur le recyclage des ex de Hollande. Rien de tel qu'un ministère de l'écologie pour cette tâche donc du recyclage des ex du président. C'était bien trouvé. Bon, quelques mots peut-être sur ce qui intéresse vraiment le fond et sa vision de l'écologie. Alors, d'abord, il faut préciser qu'elle connaît ce ministère pour y avoir été nommée sous Bérégovoy, c'était en 1992. Ironie de l'histoire, elle avait été choisie à ce poste après, une fois encore, un refus des Verts d'entrer au gouvernement. Alors, à l'époque, elle avait montré un véritable intérêt pour ce sujet. Sa vision de l'écologie, c'est le concept de la sociale écologie. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est remettre du bien-être, de l'humain dans l'écologie. Et ses objectifs sont de taille. Elle a l'intention de faire de la France l'une des premières puissances écologiques de l'Europe. On écoute. L'avenir productif appartient aux nations qui auront compris la fragilité de notre système. Alors à nous de protéger ce système écologique fragile, à nous de le réparer, à nous d'en inventer le futur en faisant de la France l'une des premières puissances écologiques d'Europe. Voilà, et la tâche, une des premières puissances, et la tâche, elle n'est pas facile, d'autant que Ségolène Royal, je pense qu'on l'a bien compris, devra montrer qu'elle est plus que cet ex du président. Et voilà, qu'elle a d'autres titres. Merci beaucoup, Bethsabée, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir décortiqué cette nomination de Ségolène Royal pour nous. Restez avec nous à suivre. Malaisie, Turquie, Sinaï. Bethsabée n'y est pas allée, mais ces endroits sont vivement déconseillés aux Israéliens pour les vacances de Pâques à venir, notamment. Les conditions sécuritaires sont claires et pourtant, les consignes ne sont pas toujours respectées. C'est à suivre dans le Morning. À tout de suite. Bienvenue à vous sur le plateau du Morning Day 24 News. Merci de nous être fidèles avec moi sur ce plateau. Ali Waqued, bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du monde arabe, et Cyril Amar. Merci de nous avoir rejoints. Alors Cyril, on va parler de l'Arabie Saoudite, et mieux vaut prévenir que guérir. C'est finalement la maxime qui semble avoir été appliquée par le roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Vous savez, la semaine dernière, c'était la visite du président américain Barack Obama à Riyad, en Arabie Saoudite. Une visite où il a rencontré évidemment le roi Abdallah, et on a aperçu un souverain saoudien très diminué qui respire désormais à l'aide d'une bonbonne d'oxygène, des hématomes sur la main. Bref, à l'âge de 90 ans, il semble que le monarque wahhabite semble bien mal en point. Et c'est pour ça qu'il a déjà désigné son successeur? Très certainement, tout porte à le croire. C'est une décision qui est à la fois inédite et surprenante parce qu'elle intervient de son vivant, alors que vous savez, le roi a désigné un conseil d'allégeance qui aurait dû normalement avoir toutes les prérogatives pour désigner le successeur au lendemain de son décès. Alors vous savez, conformément aux règles de succession en vigueur dans le royaume, le pouvoir normalement se transmet d'un frère à l'autre et non pas de père en fils, en respectant le droit d'aînesse parmi les fils du roi Abdelaziz Ibn Saoud, qui, vous le savez, est le fondateur de l'Arabie Saoudite moderne. En 1932, il a eu 35 fils, le roi Abdelaziz, et on appelle ça donc la succession adelphique. Le prince héritier naturel s'appelait Salman jusqu'à jeudi dernier, à la veille de la visite de Barack Obama. Il est ministre de la Défense, mais le hic, c'est que lui n'est pas tout jeune non plus, il a 79 ans, et surtout qu'il est lui aussi très diminué, il est très malade, le prince Salman, et c'est sans doute pour cette
raison que le roi Abdallah a désigné à sa place le prince Mukrin, qui a lui 69 ans, qui est le plus jeune des 35 fils d'Abdelaziz. Voilà, on le voit à l'écran. Durant 6 ans, il a été le chef des puissants services de renseignement saoudiens, donc il a quand même une certaine stature, il a quand même une certaine expérience de l'exercice du pouvoir. Et c'est sans doute ce qui a conduit le roi Abdallah à le nommer donc à sa propre succession. Certaines mauvaises langues disent même qu'il a nommé pour pouvoir démissionner, pour que le roi Abdallah puisse démissionner de son vivant et pour que Mukren puisse prendre les rênes du pouvoir. Alors on le voit bien, une volonté de stabilité dans cette région de plus en plus instable, mais pourquoi un tel empressement de la part du roi ? Eh bien, c'est sans doute justement parce que le roi craint que la guerre, la succession fasse l'objet de guerres intestines à l'intérieur d'une dynastie saoudienne qui, on le sait, est très vieillissante. Et puis, Mukren, c'est certainement aussi le candidat à la succession, le candidat du consensus. Il est à la fois, on l'a vu, il a à la fois l'expérience de l'exercice du pouvoir, et puis il n'est pas tout jeune, il a 69 ans, mais il n'est pas non plus très vieux, contrairement aux autres prétendants au titre. Vous savez, ça fait un moment que les Américains demandent aux Saoudiens de rajeunir les équipes dirigeantes au sein du royaume. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, puisqu'ils font entrer petit à petit, ils impliquent de plus en plus les petits-enfants d'Abdelaziz, mais il est encore prématuré pour les nommer à la tête du royaume, parce que, comme on l'a vu, ils n'ont pas encore l'expérience de l'exercice du pouvoir. Donc Mukren, c'est le candidat parfait, puisqu'il est à la fois, il connaît bien les arcanes du pouvoir, et en même temps, il est quand même assez jeune, 69 ans, c'est relativement jeune pour la dynastie des Ibn Saoud. Ali Waked, c'est le candidat qui va rajeunir cette royauté saoudienne ? Je vais faire une petite remarque. Le prince Mukren n'a pas été nommé successeur du roi. Il a été nommé successeur du prince héritier. Ok, donc il y a il va y avoir encore quelques étapes. Il y a une période de transition qui va être, selon tous les pronostics, assez rapide. Ce changement, il est dû à 2 facteurs principaux. Un, c'est une demande américaine, comme Cyril l'a dit, de rajeunir l'équipe gouvernante en Arabie Saoudite, mais elle est due à une autre demande des États-Unis, c'est d'écarter des positions importantes certaines figures qui ont vraiment plongé les États-Unis, surtout dans le dossier syrien, et qui ont affaibli la réputation, le prestige, le poids politique et militaire des États-Unis. Et on parle surtout du prince Bandar, l'ambassadeur mythologique de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, qui était jusqu'à très récemment le chef des services de renseignement et le responsable direct de toute cette initiative de changer le régime en Syrie. Une tentative que les États-Unis ont encaissée avec une baisse très importante de son poids, de son influence dans la région, vu qu'il n'y avait pas une intervention militaire. Le régime syrien est toujours en place. Et donc, ce sont ces 2 facteurs. Mais un troisième facteur, pas moins important, c'est que la deuxième génération au sein de la famille royale devient de plus en plus puissante et forte. Et Cyril a parlé de guerre de succession. Dans le passé, il n'y avait pas une guerre qui était dure et sanglante. Cette fois-ci, elle ne va pas être sanglante, mais elle va être beaucoup plus dure si le roi n'avait pas nommé le successeur du prince héritier. Puis, il y a peut-être un phénomène de mimétisme avec le Qatar aussi, parce que le Qatar nomme une équipe dirigeante beaucoup plus jeune, et on a souvent reproché aux Saoudiens justement d'avoir une dynastie un peu sur le déclin. Alors, prévenir et pour ne pas guérir, ça c'est une chose, mais un jeu diplomatique également, vous en parliez Ali, et on le redit, puisque cette nomination, elle est intervenue quelques 24 heures à peine avant la visite à Riyad du président américain. Est-ce qu'on peut parler de hasard ? Vous savez, Nathalie, dans les relations internationales, il n'y a pas vraiment de hasard. On peut imaginer que le roi Abdallah a voulu dire à son hôte américain que malgré ses infidélités sur plusieurs dossiers, on les connaît ces dossiers, c'est notamment le rapprochement avec l'Iran, l'implication timide de Washington dans la crise syrienne, le lâchage du pouvoir militaire en Égypte, et bien malgré toutes ces infidélités, Abdallah a voulu dire à son hôte américain que le royaume restait stable dans un contexte qui est relativement agité. Alors on parlait, Ali, d'anciens alliés stratégiques pour l'Arabie Saoudite des États-Unis. Quel est l'avenir de ces relations américano-saoudiennes ? Cette alliance stratégique va continuer. L'Arabie Saoudite ne voit pas un autre allié, ni l'Union européenne et bien sûr pas la Russie. Mais la Chine peut-être.
Pas tellement. D'ailleurs, le prince Bandar, le chef de service de renseignement, ancien ambassadeur aux États-Unis, a été, selon certaines sources, déclaré persona non grata aux États-Unis. Une fois, il a soulevé cette idée que l'Arabie saoudite doit reconsidérer ses alliances stratégiques en faisant remarque au fait que l'Arabie saoudite a été déçue par l'ampleur de l'intervention, surtout l'ampleur de l'aide américaine dans les dossiers importants pour l'Arabie saoudite, l'Iran, la Syrie, l'Égypte, le fait que les États-Unis n'essayent pas de diminuer le rôle que le Qatar veut jouer aux dépens des Saoudiens. Bandar a été rapidement écarté des relations avec les États-Unis. Quand on parle de chef de service de renseignement qui n'a pas accès aux États-Unis, c'est quelque chose que l'Arabie saoudite ne peut pas se permettre. Merci beaucoup Ali, merci Cyril. Vous restez avec nous, vous restez sur ce plateau. Alors, je ne vais pas faire l'affront aux deux personnes présentes sur ce plateau de leur demander s'ils se sont rendus dans le Sinaï, en Turquie ou bien même en Malaisie. Ce sont des endroits placés sur liste noire par le gouvernement israélien et déconseillés, notamment pour les vacances de Pâques à venir. Les conditions sécuritaires sont claires et pourtant elles sont très peu souvent respectées. On regarde ce sujet, on en reparle juste après. La Turquie, l'Égypte ou encore le sud de la Thaïlande. Autant de pays que les Israéliens doivent éviter, d'après les nouvelles consignes du Centre de lutte antiterroriste. Chaque année, une liste de pays considérés comme dangereux pour les touristes en provenance d'Israël est publiée. En première ligne, toujours les pays arabes, dont l'Arabie saoudite, le Yémen, le Liban, la Libye et naturellement l'Iran. Mais cette fois, se retrouvent dans la liste également des pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec l'État hébreu. En effet, les autorités israéliennes craignent des attaques terroristes, notamment dans la péninsule du Sinaï, dans le sud de la Thaïlande, généralement très appréciée par les touristes israéliens, ou encore en Jordanie. Malgré des relations plutôt neutres entre Jérusalem et Amman, un incident diplomatique survenu il y a quelques semaines a réveillé d'anciennes tensions entre les deux pays et une certaine animosité envers les Israéliens. L'objectif de cette campagne de prévention, éviter aux Israéliens ou aux communautés juives à travers le monde d'être les cibles d'attentats terroristes. Une crainte réitérée à cette période de l'année, pendant les vacances de la Pâque juive, haute saison de tourisme israélien. La cellule antiterroriste donne également des consignes sur le comportement à adopter à l'étranger, discrétion, refus de propositions spontanées de rendez-vous dans des coins isolés ou quand la nuit est tombée, ou encore changement fréquent de parcours lors de longs voyages. Voilà, on l'entendait dans le reportage. Animosité, peut-être on va y revenir. Ali Ouaked, pourquoi on doit éviter ces pays ? Même dans l'avertissement du bureau de la lutte antiterroriste, c'est mentionné là-bas que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que la situation s'est aggravée, surtout au Sinaï. Je dois avouer, peut-être ce n'est pas la chose la plus intelligente que j'ai fait dans ma vie, c'est qu'il y a quelques mois, j'étais au Sinaï, mais quand la présence des groupes terroristes est devenue dans la quasi-totalité du Sinaï et non pas seulement dans les frontières égyptiennes, palestiniennes, mais Taba par exemple, récemment la région de Sharm el-Sheikh, la présence de Ansar Bayt el-Maqdis et des autres organisations djihadistes devient de plus en plus grande et importante. L'infiltration et l'échange d'infiltration entre Gaza et le Sinaï rend la situation là-bas beaucoup plus grave. Mais c'est très intéressant que la Turquie figure encore sur la liste malgré qu'il y a un certain rapprochement entre la Turquie... On parle d'accords qui devraient survenir dans les semaines à venir. Tout à fait. C'est dû au fait que le dossier palestinien, il est toujours présent et c'est le plus important, la région est devenue pour la première fois, surtout après la crise syrienne, un champ d'action très important pour les groupes djihadistes que l'on pensait jusqu'alors étaient minoritaires au Sinaï, mais essentiellement actifs dans la région de l'Afghanistan, etc. Du coup, ils sont sur les frontières israéliennes. Leurs relations, leur collaboration entre les différents groupes, on a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines, parmi
parmi les groupes djihadistes, il y a une division, un partage de missions et de travail et de positions et de responsabilités. Là, vous êtes responsable, là, Ansar Beit el-Maqdis sont là. Il y a une collaboration, il y a une circulation d'informations, d'échanges d'informations qui rend la situation beaucoup plus grave. Surtout que si on parle de l'Égypte, le pouvoir, il est encore très faible, qui n'est pas capable de mettre fin à ces tentatives. La Jordanie a de plus en plus de renseignements sur le fait que la Jordanie, à cause du dossier syrien, a fermé pendant un moment les yeux sur la circulation des djihadistes dans ses frontières avec la Syrie. Ali, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a des menaces terroristes précises dans ces lieux-là, précisément, que vous citez, un peu comme c'était le cas en Bulgarie il y a 3 ans? Je peux dire qu'en Jordanie, au Sinaï et en Turquie, ils sont très concrets et je compte sur le bureau de lutte antiterroriste. Il sait que ces avertissements, je vois par exemple Cachemire, très dangereux, la Somalie super dangereux, et toute l'atmosphère politique bien sûr doit convaincre les gens qu'ils prennent des risques énormes en voyageant dans ces pays. Est-ce que le contexte des négociations, oui Cyril, vous vouliez ajouter? Non, juste simplement ajouter que ça fait plusieurs années déjà que les Israéliens boudent massivement la péninsule du Sinaï, alors que à cette époque-là justement de la Pâque juive, ils étaient des milliers, voire des dizaines de milliers à traverser la frontière pour aller passer leurs vacances mais il en reste toujours oui, il y en a toujours, mais de manière générale, je pense que les Israéliens ont bien compris qu'il fallait plus trop mettre les pieds dans la péninsule du Sinaï. C'est pas le cas par contre pour la Turquie, où on sait que les touristes israéliens reviennent en masse, notamment en Anatolie. Il faut faire attention, vous savez que les Kurdes et les Turcs, c'est un duel que apparemment les Israéliens n'ont pas de place à jouer, n'ont pas de rôle dans ce duel. Mais si jamais les groupes kurdes décide, et il y a une tension énorme entre les Kurdes, surtout en Syrie, et la Turquie, décide de lancer des attaques. C'est une place que les Israéliens sont directement liés pour le fait qu'ils sont des Israéliens, et deux, ils sont sujets à être victimes si jamais les Kurdes décident de lancer des attaques qui ne visent pas les Israéliens, mais qui visent le tourisme en général en Turquie. Mais alors justement, c'était intéressant ce que disait Cyril, parce qu'au lendemain du jour où on a entendu que les relations se réchauffaient un petit peu entre la Turquie et Israël, on voyait déjà les publicités qui reprenaient pour ces hôtels all-inclusive en optimisme des touristes israéliens. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que finalement, on doit considérer que c'est le conflit israélo-palestinien, pour reprendre le parallèle avec la Turquie, les relations turco-israéliennes, est-ce que c'est le conflit israélo-palestinien qui fait que dans la région, il y a des actes anti-israéliens on ne peut pas, bien sûr, le conflit, il est là, il est la source, à mon avis, à tous ces actes. Mais si on parle de la Turquie, il faut penser, la Syrie aime très bien faire payer le régime turc, le président turc, un prix pour la position qu'il a pris dans ce conflit, et c'est classique d'orchestrer des attaques, tout à fait, mais aussi faire payer la Turquie le prix de ses positions, toucher, blesser, tuer des Israéliens, c'est quelque chose qui peut être complémentaire et classique, parce qu'on peut toujours écarter la Syrie d'une attaque, ou le Hezbollah d'une attaque qui vise les Israéliens en Turquie. On peut toujours accuser des groupes djihadistes, de groupes soufistes, d'autres groupes, et peut-être la Syrie ne soit pas le seul coupable qu'on mettra le doigt sur. Et voilà, on cherche toujours le coupable ailleurs. Merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi à vous, Cyril. On vous demandera pas ce que vous faites pour les vacances. En tout cas, vous les connaissez, vous les entonnez quand les grands tubes du moment se mettent à l'heure orientale. On verra ce que ça donne dans un tout petit instant avec Virginie Khalifa. Restez avec nous. Dernière partie de ce morning, ravi d'être en votre compagnie, en salle également de Virginie Khalifa. Bonjour, Virginie, et de Rudy Saada. Merci à vous d'être sur ce plateau. C'est l'heure tout de suite de la revue du web.
commence, on en a parlé ce matin, mais on en reparle bien sûr maintenant. Les réactions des internautes qui sont très nombreuses après l'annonce officielle de la composition du nouveau gouvernement de Manuel Valls. Et oui, la composition du gouvernement, donc connue hier, révélée dans la journée. Et alors, du côté des internautes, le son de cloche est un petit peu le même que celui qu'on trouve dans la presse. On fustige le manque de nouveaux visages et le retour de personnalités politiques connues, peut-être trop. Une image symbole, c'est cette photo de l'AFP qui a été beaucoup retweetée hier. On y voit Ségolène Royal, ministre de l'écologie, et Michel Sapin, ministre des Finances à l'Élysée. C'était en 1993, donc retour quasiment à la case départ. Alors pour d'autres à droite, la composition du gouvernement ne répond pas à l'attente des Français qui a été exprimée dans les urnes. Faustine ironise, pour elle, la gauche participe comme elle peut à la journée mondiale de l'autisme qui avait lieu hier en n'écoutant pas ce que les Français avaient exprimé dans les urnes. Alors gouvernement de combat, ce sont les mots donc de François Hollande pour décrire cette nouvelle équipe. Et bien pour Pierre-Yves Bournazel, un des secrétaires nationaux de l'UMP, Fabius Sapin-Royal était déjà ministre il y a 33, 23 et 22 ans, un gouvernement d'anciens combattants plutôt qu'un gouvernement de combat. Alors pour répondre à ces critiques, Adia, la tweetos, signale à ceux qui se moquent des ministres qui étaient là il y a 20 ans que Sarko et Juppé l'étaient aussi ministres en 1993. Et puis la presse a ressorti depuis ces 2 jours toutes les photos vintage en cherchant une prémonition dans la vie de Manuel Valls. Alors celle-ci est vraiment sympa, c'est l'équipe de foot de Matignon 1999 sous Jospin. Et voilà, pour moi c'est celle qui remporte la palme, c'était la photo prémonitoire du jour. Ah bah oui, elle est bien trouvée cette image. Allez, direction à présent la Turquie où la Cour suprême a désavoué hier Recep Tayyip Erdogan en indiquant que le blocage de Twitter était illégal. Alors un tribunal local l'avait déjà fait il y a quelques jours, avait prononcé la même sentence, mais alors cette fois c'est bel et bien la Cour suprême qui sanctionne le blocage de Twitter et ordonne aux opérateurs de rétablir le réseau social au plus vite. La censure du site avait été décidée donc par la haute instance des télécommunications, le TIB, et souhaitée par donc Erdogan il y a quelques jours, mais dans les faits en fait cela n'a, on le sait, on l'a dit souvent, pas empêché les Turcs de tweeter. En témoigne cette courbe qui a été publiée hier, c'est la courbe d'utilisation d'un logiciel pour surfer anonymement sur le net, il s'appelle Tor. Alors voilà, on s'aperçoit en fait que le nombre d'utilisateurs qui se connectent via ce réseau Tor, donc qui promet l'anonymat, est passé de 25 000 à 70 000 en 2 semaines, donc ça prouve le contournement des interdictions. Cela dit, certains internautes se demandent, comme Barbara Ibrahim, si le fait de lever cette interdiction après la victoire contestée, mais victoire d'Erdogan au municipal, est finalement une coïncidence ou pas. Voilà, en tout cas, Twitter et la Turquie, c'est une affaire à suivre plus que jamais. Voilà, la question est ouverte en tout cas. Allez, on va s'envoler à présent. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'avions d'une façon un peu plutôt anxiogène, on va le dire. Aujourd'hui, vous décidez de nous montrer un joli moment qui se passe dans un avion. Absolument. Après le drame du vol MH370, l'ambiance est peut-être un petit peu tendue dans tous les cockpits de par le monde en ce moment. Alors pour détendre l'atmosphère, la troupe de la comédie musicale Le Roi Lion, qui était en voyage entre Brisbane et Sydney, a décidé de se détendre et de détendre les passagers et de leur chanter Circle of Life, la chanson d'Elton John qui ouvre le spectacle. C'est un très joli moment et surtout un beau coup de pub pour la comédie musicale. On en est à 6,8 millions de vues ce matin. On regarde. Ça fait du bien. Ouais, c'est un joli moment. La vidéo dure à peu près 3 minutes et c'est un régal. Eh ben, ça nous fait plaisir. Merci Rudy d'avoir été sur ce plateau. On parle maintenant d'une obsession que vous avez, juste pour terminer très rapidement, les chats. Oui, alors je ne sais pas si vous aimez vraiment les chats, parce que je sais que Barbara est complètement fan.
Non, d'accord, donc pas trop. D'accord. Alors, donc, un site très connu de vente de chaussures en ligne, a joué son poisson d'avril et aussi un très joli coup marketing en créant le premier site de vente de chaussures pour chats. Alors, vous voyez, vous avez reconnu la marque, c'est très mignon, très glamour, et donc on peut sélectionner plusieurs modèles, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cliquez sur un des liens, regardez, si c'est pas mignon. Si vous cliquez sur un des liens, on vous dit poisson d'avril, évidemment ce n'est pas un vrai site pour chat. Et puis on va continuer à parler de chat, puisque je vois que ça vous plaît, Nathalie. Vous êtes complètement, je vous ai jamais vu aussi rayonnante quand on parlait de chat. Alors, je voulais donc vous montrer. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout les petits jeux de mots qui sont à côté. Oui. Chat balance pas mal, ou les chassures, ou les ils ont chats. beaucoup travaillé. Oui, voilà, et la voit qu'il y a de la communication recherche, a beaucoup travaillé. Alors regardez cette vidéo. Voilà, ce sont des youtubeurs qui ont l'habitude qui sont spécialisés dans les vidéos de réaction à Internet, et ils ont eu la bonne idée en fait de montrer à des chats des vidéos de chats, c'est-à-dire voilà une sorte de mise en abîme de l'Internet. Et donc on s'aperçoit dans cette vidéo qui a fait un énorme succès, qui a plus de 2 millions de vues, on s'aperçoit que les chats n'en ont strictement rien à faire des vidéos de chats sur Internet, comme en témoigne cette image. Bon, mais voilà. c'est très mignon, en tout cas, vous avez réussi à me faire changer d'avis. Merci beaucoup, Rudy, d'avoir été avec nous ce matin. On a déjà commencé un peu avec la musique, on va continuer avec Virginie. Vous nous présentez ce matin 5 célèbres morceaux à la sauce orientale, rien que ça. Complètement, je vous ai préparé une petite surprise. Il s'agit de chansons que vous avez déjà probablement écoutées, passées et repassées en boucle. Vous savez, ce genre de chansons qui entrent dans votre tête et qui ne veulent plus en sortir. Et quand un tube cartonne, les reprises pullulent sur le net. Alors version reggae, instrumentale ou triste, prenons l'exemple du morceau Happy de Pharrell Williams, qui a été repris de façon mélancolique par Woodkid. Je vous l'avais déjà présenté. Alors sa reprise a mis le feu à la toile. C'est mon coup de cœur du jour. Alors on écoute tout de suite. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Alors on le sait, l'original avait connu beaucoup de succès, mais cette version de Woodkid a fait un carton sur le net, mais vraiment, et moi j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oh mais arrêtez, c'est happy, ça reste quand même pas si triste que ça. Alors vous le voyez, tous les morceaux sont repris et dans tous les styles. On a aussi de l'électro, de la cappella. Bref, les internautes s'amusent à détourner les titres originaux pour le meilleur et pour le pire. Alors le HuffPost Maghreb a déniché pour vous les 5 reprises orientales de morceaux les plus tendances. On commence ce top 5 avec mon number one. Il s'agit du morceau Karma Police de Radiohead. Alors le second single de l'album OK Computer, c'est un de leurs morceaux les plus célèbres avec Creep. Il a été classé 75e meilleur titre britannique de tous les temps par XFM en 2010. Voici une version orientale, une reprise de l'artiste israélienne Shefita and Sababa. Augmentez le volume, c'est parti, vous allez danser. Karma police arrest this man, he talks in maths, he passes like a free. Karma Police, vous le voyez, c'est carrément autre chose. On passe maintenant à notre number 2, bien évidemment, c'est Get Lucky. Alors vous avez forcément déjà entendu ce morceau des Daft Punk, il a été élu meilleur enregistrement de l'année à la 56e cérémonie des Grammy Awards. Alors lorsque les platines laissent place aux instruments arabes, voici le résultat avec le groupe Black Chord Fit Fahmi. On regarde.
Voilà, on a loupé là le refrain, mais effectivement c'est sympa, ça change, on reconnaît la musique et on va passer tout de suite à notre numéro 3. Ce n'est tout autre que la version orientale de la symphonie de Mozart. Alors j'ai décidé de l'appeler ce matin la symphonie de Mozart. Et oui, même si la musique classique n'a pas pu échapper à la folie des internautes, nous on l'a et ça en vaut le détour, regardez. Rien que pour ça, on devrait faire la paix. On sentait l'envie de Rudy. On aime ou on n'aime pas. Oui, j'ai vu Rudy bouger comme ça un petit peu. Alors c'est vrai, vous nous avez parlé d'une version aussi de Mozart en version techno. Tout le monde reprend dans tous les styles n'importe quelle musique. Et d'ailleurs, on va continuer avec la deuxième position. Préparez-vous à faire le moonwalk dans votre salon ou dans votre lit. C'est Smooth Criminal qui est repris par Ahmed Al-Shaiba. C'est un jeune musicien yéménite. Il est fan de Michael Jackson et du oud. Il a donc décidé de réinterpréter cette chanson du roi de la pop. On écoute. Voilà, la sauce orientale avec des instruments orientaux et ça marche encore une fois. Vous avez aimé? J'adore, c'est vraiment excellent, rien à dire. On a l'impression de la réentendre, la redécouvrir en fait. C'est ça, à chaque fois on redécouvre une chanson dans un style complètement différent et puis ça marche bien, c'est sympa quand on aime l'oriental. Oui, on dansera entre nous, mais on peut pas le faire devant vous, désolé. Voilà, alors on va terminer avec un classique, Hotel California du groupe The Eagles. Alors ce titre était sorti en 1976 et a depuis été repris des centaines de fois. Alors le magazine Rolling Stones l'a classé meilleur parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps. Alors en 2010, une version aux sonorités arabes avait été publiée sur le net. Aujourd'hui, elle refait surface et on recommence avec Hotel California, version arabe. Regardez ce que ça donne. On écoute à l'envie une autre musique. On a reconnu l'introduction et maintenant on va passer à la nouvelle du jour. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. 5 ans après la mort du roi de l'album, de la pop, un nouvel album de Michael Jackson vient de sortir. Il est composé de 8 chansons inédites. Il sera publié mondialement à la mi-mai. C'est ce que promet en tout cas la maison de disques Epic Records, une filiale de Sony. L'album a été baptisé Escape. C'est le nom de l'un des titres que j'ai décidé de vous faire découvrir aujourd'hui. On va tout de suite l'écouter. Qui a dit que la musique adoucissait les mœurs? C'est tellement vrai. Merci beaucoup Virginie d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Rudy, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur i24 News, un journal tout nouveau à suivre dans quelques instants. Excellente journée à vous.